Bonjour chers amis, chers Congolais, chers compatriotes, quel que soit l'endroit où vous êtes, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée. Là aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous quelques instants de réflexion sur la question de l'Est du Congo, mais également nous allons essayer d'aborder notamment les informations portant sur la manipulation de masse que nous sommes en train de subir ou de vivre au niveau des réseaux sociaux. Nous allons également parler de la position de l'Union européenne par rapport aux sanctions et quelle est la lecture que nous, les Congolais, nous devons opter, notamment le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi Tshilombo. Mais nous allons aussi parler un tout petit peu sur la question du tribalisme parce que ça prend l'ampleur auquel on ne pouvait pas s'attendre, comme si la dualité entre le bien et le mal est donc le socle de ce que nous, les Congolais, nous devons nous retrouver avec. Bientôt, oui, nous allons essayer d'aborder cela en long et en large. Je vais revenir. Mais avant tout, chers amis, j'aimerais que nous réfléchissions sur quelques petites analyses géopolitiques. La guerre à l'est du Congo ne date pas d'aujourd'hui. Bunagana est tombé, ça fait très longtemps. Pratiquement 2 ans et demi. Et chaque fois, on en parle. Et on voit même des chroniqueurs qui passent à la télé avec, lors des émissions, ils présentent tel Bunagana 21 jours, Bunagana 200 jours, Bunagana 360 jours. Aujourd'hui, on est dans les 800 quelques jours depuis que Bunagana est tombé. Combien de temps le gouvernement congolais avait besoin pour pouvoir réagir? Combien de temps le gouvernement avait vraiment besoin pour pouvoir attaquer et comprimer les problèmes de cette rébellion, de ces terroristes sur place? Est-ce qu'il a fallu que Goma tombe pour qu'on se rende compte, comme aujourd'hui, que la prise de conscience collective, est-ce que les gens qui vivaient à Bunagana sont beaucoup plus importants que ceux qui sont à Goma? Voici là quelques questions que nous devons réfléchir. Nous devons essayer d'analyser certains points et essayer d'approfondir sur les sens d'engagement auxquels nous nous positionnons avec. Oui, chers amis, il est très compliqué de réfléchir qu'il a fallu attendre beaucoup de temps ainsi. La politique que les gouvernements à Kinshasa, je parle de la force de nos armées à Kinshasa, ont pu mener pendant tous ces temps, et la Kisi qui est basée dans la politique Mogukaka, je ne sais pas si on peut appeler ça réactif, mais c'est loin d'être proactif, encore même réactif, parce que c'est beaucoup plus l'inactif. L'inactivité, je cite l'inactivité au niveau de l'armée. Comment on peut imaginer? Chers amis, c'est là où le sujet d'aujourd'hui prend la forme. Comment on peut imaginer, chers amis, qu'après la chute de Bunagana, ce n'est que des retraits stratégiques qui se sont transformés en suite logique, et ce discours-là, cette narration est devenue Namutu Abakunyon sont normales. Comment expliquer cela à nos enfants que nos vaillants soldats, chaque fois, ont récupéré des villes et ils faisaient que des retraits stratégiques? Je ne sais pas comment vous pouvez imaginer qu'à travers le temps, on va expliquer à nos enfants que nos vaillants soldats, à un moment donné au Congo, bazalaki tellement makasi mingi que bazalaki un retrait stratégique. Non, mais c'est aberrant. C'est aberrant. Et là, aujourd'hui, on se pose la question, sommes-nous proactifs? Sommes-nous réactifs? Ou sommes-nous inactifs? La chute de Bukavu a causé beaucoup de douleur dans le cœur de vrais Congolais. Chute à Bukavu et faire perdre Batu, non seulement Pongi, mais aussi souffrance. Parce qu'on ne s'attendait pas qu'il pouvait arriver à ce niveau.
On pouvait s'imaginer, oui, peut-être Goma est tombé par rapport, parce qu'il y a eu des trahisons, parce qu'ils ont été peut-être mal préparés, ils sous-estimaient l'ennemi, je ne sais pas moi, toutes les raisons qu'on pouvait donner. Mais à partir du moment où ils ont compris l'ampleur de la guerre qui s'est passée à Goma, c'est inadmissible, mes chers amis, que tout comme à un niveau haut, comme il est. L'armée congolaise, peut-être qu'elle a mérité car elle a dissoute. S'il faudrait que les généraux soient na rébellion, na rébellion. Ou carrément, il faudrait que la filtrage na niveau de l'armée congolaise, batala ba oh nyonso bakota ki na mixage bango tout wana. Batinda bango na rébellion bakinde. Et comme ça, on va prendre les autochtones, Bunda, parce qu'on dirait que tous ces généraux avec des grosses ventres là, Bazana bango na sens patriotique sous-sauté. Alors dans ces cas-là, on va se battre avec eux, et ceux qui vont gagner, va gagner, mais la nation comprendra au moins que on s'est débarrassé de tous ces mixages. Parce que l'armée, ce n'est pas comme le service public, où il a propulsé comme directeur des ressources humaines ou quoi. Non. L'armée, les grades sont des échelons que chaque personne doit, celui qui vient après, il doit aussi monter. Non, sommes-nous proactifs ou sommes-nous réactifs? Mais là, nous sommes vraiment inactifs. L'inactivité nous ronge tellement que l'armée a peur d'une balle. Mais pourquoi alors on agirait seulement qu'on doit mourir pour le drapeau, pour la nation? Pourquoi avoir pensé porter, s'habiller en tenue militaire? Pourquoi? Si ce n'est pas pour servir et mourir pour la nation. Non. Ça fait très mal. Ça fait très très mal. Nous sommes arrivés à un niveau où on ne sait pas par où s'orienter. Mais vous savez, quand Goma est tombé, et quand le président Félix a déclaré que c'est Kabila qui est derrière la AFC de Corneille Nangaa, comme Kagame est derrière le M23 de LM23 avec les sultans Makenga et consorts. Vous savez, les gens, comme d'habitude, on aime bien crier, et je vois aussi au niveau des réseaux sociaux cette manipulation d'informations où les spécialistes, entre guillemets, congolais, qui sont là pour parler, pour défendre même l'indéfendable, pour se mettre dans une posture où ce n'est que le gouvernement qui a tort et les autres là ne font que réagir par rapport à ce qu'ils sont en train de subir. Mais dites-moi, chers amis, dans quelle constitution, si ce n'est que la même constitution que Kabila nous a amenée, qu'on a eu par référendum voté, dans quelle constitution il est interdit d'utiliser les armes comme moyen de faire passer les pouvoirs? Et si vous savez que c'est dans cette constitution-là qu'on interdit, ça veut dire que nous sommes en train de partir sur un chemin où il faut pas revoir la constitution. Or, Félix voulait changer cette constitution et vous avez refusé. Vous comprenez que les Congolais, à subir manque où il y a maturité, mais à un moment donné, je sais pas, je sais plus. Non. Cette guerre va nous amener quoi? Cette guerre que nous sommes en train de traverser, que beaucoup d'entre nous sollicitent et aimeraient bien voir Nanga arriver à Kinshasa. Ça va nous amener une nouvelle constitution. Or, vous êtes les premiers à dire non, on n'a pas besoin de constitution. Parce que la transition là qu'on doit nous imposer, la passation du pouvoir qui ne sera pas par voie normale. Vous pensez, est-ce qu'on réfléchit au moins par rapport à ça? L'armée est devenue inactive.
les généraux avec de grosses ventres qui ne pensent qu'à faire de plaisir, se satisfaire avec les désirs assez égoïstes dans des mines, dans des carrés miniers, dans des constructions des maisons, dans ceci, dans cela. Ils ont oublié même l'essence du travail qui est le leur. Bandeko nanga toujours souffrir dans ndenge moko que on se demande si ce pays, où allons-nous? Où allons-nous? Parce que au vu de ce qui est en train de se faire et de se faire accompagner, on sent que même dans l'institution, il n'y a pas la force de se défendre. Il n'y a pas la volonté de se défendre. Et c'est comme si devant nous, nous nous retrouvons, c'est comme on est fourmis, nous sommes devenus des fourmis. Devant nous, il y a un éléphant qui se met là. S'en sortir comment? C'est la situation que nous traversons dans le moment où les Congolais ne savent plus par où, par quelle brèche il faut s'accrocher. Je vais essayer de parler de l'aspect réactivité et proactif. Au niveau de la diplomatie, on s'est rendu compte que après Chitiagoma, Madame Thérèse, elle s'est battue et à tel point qu'elle a fait la fierté de tout le Congolais. Mais bizarrement, à peine quelques fractions de secondes, on a loué toute cette mérite, cette fierté qu'elle nous a amené à admirer et à adorer. Une fuite, une tweet, une information, parce que c'est un blanc qui a écrit ça quelque part. La Suisse veut puis sanctionner les Congo sous prétexte qu'ils ont dilapidé 44 millions de dollars dans l'hôtel Moro en Suisse. On commence à attaquer la dame, notre Thérèse. On l'attaque pourquoi? Parce que oui, mais comment vous pouvez aller dépenser autant d'argent si l'armée... Mais attends, les Congolais, toujours là-bas, tout, Hermobo, vous faites ça là-bas. Est-ce que pour défendre une nation, on a besoin d'argent ou bien on a d'abord besoin du patriotisme? Pour protéger ta maison quand on t'agresse, tu as besoin d'aller prendre l'argent à la banque ou bien tu as d'abord besoin de te combattre, de te battre par rapport à ça? On aime bien faire le mêlé-mélo, on aime bien mélanger les choses dans un contexte maîtrisé. Et la personne qui a écrit ça, c'est peut-être juste un député qui n'a peut-être pas assez de poids, parce que ce n'est même pas la décision, la position du gouvernement. Et si aujourd'hui, le ministre, le député en question fait une motion, mais toute une procédure, bon, réfléchissons aussi. De quelle obédience, de quelle tendance, de quelle position politique appartient ces députés suisses? Et si ces messieurs-là est en connivence avec tous ceux qui maltraitent le Congo, et si c'est un monsieur qui a eu à être visité par le lobbying du Rwanda, parce que nous, à notre niveau, on ne fait pas de lobbying. Congolais, téléma, tout ça, marche, on ne fait pas de lobbying. Il n'y a pas de cabinet de lobbying. Les ambassadeurs ne sont pas des agents de renseignement ici. Les ambassadeurs ici sont des personnes qui ils viennent, ils s'assoient au bureau, ils réfléchissent, c'est pas moi quoi, ils rentrent chez lui à la maison. La diplomatie n'existe pratiquement plus. La diplomatie active n'existe pratiquement plus. Par contre, dans l'état auquel nous sommes aujourd'hui, nous sommes appelés à bouger, à faire basculer les murs, à faire parler. Et si la diplomatie ne marche pas? Et si on attend que les déclarations soient faites et qu'on attende patiemment que les autres aient à décider à notre place? Mais on ne peut pas continuer comme ça. Congolais, réveillons-nous, on ne peut plus continuer comme ça. Il y a un temps où on doit se dire, assez, c'est assez, maintenant, il faut voir les choses autrement. Et au niveau Otoko Nango,
Tout ça, sur un niveau que tu dois réfléchir, ce que tu as et comme il y a un niveau où la diplomatie a montré ses limites, là, les armes doivent maintenant commencer à parler. Il y a un temps pour la diplomatie, mais il y a aussi un temps pour faire parler les armes. Même dans la Bible, il est dit, il y a un temps pour la paix, il y a un temps pour la guerre. Et s'il y a la guerre, c'est vrai, il y aura des morts. C'est normal, c'est la loi de la nature. C'est comme ça. Et on ne peut pas avoir peur de la mort. Non. On ne peut pas avoir peur de la mort. Et les policiers ne doivent pas penser qu'au matérialisme. Le sens du patriotisme a beaucoup plus de valeur que du matérialisme. On parle Mamadou Ndala, mais qu'est-ce que Mamadou Ndala nous a laissé comme prise de conscience? L'amour de la patrie. Il est mort sur le champ de bataille en tant qu'exemple pour la nation congolaise. Vous pensez que si aujourd'hui vous battez retraite, sans pouvoir même vous défendre, quelle est la suite? Dans la logique d'être proactif, il est important de savoir quels sont les enjeux dans cette guerre. Qui est ton adversaire? Comment le surprendre? Ou comment maîtriser les enjeux de cette guerre? Il faut préparer des stratégies, pas une seule stratégie. Pas se dire, allons-y, on va barrer la route. Non. Il faut mettre en place des stratégies de guerre appropriées et adaptées dans le secteur auquel vous vous retrouvez. Vous êtes sur une colline, sur une plaine, vous êtes dans un terrain marécageux, vous êtes dans un terrain sec, vous êtes où? Et je ne comprends pas les Congolais. Vous êtes en train de fuir et vous abandonnez les équipements. Vous abandonnez les antiballes, les gilets pare-balles, vous abandonnez tout. Mais vous abandonnez tout pourquoi? Parce que vous avez été corrompu ou bien parce que vous estimez que ces matériels sont tellement lourds à transporter. Or, ces outils, pendant les 18 ans de Kabila, on n'en avait pas. Tout ce que vous êtes en train d'abandonner là entre les mains de M23 et les AFC. Kabila n'en a pas acheté ça pendant les 18 ans du pouvoir de Kabila. Ce sont des choses qu'on a achetées à peine. Comme d'habitude, parce qu'ils n'ont pas compris la gravité ou l'intensité des efforts conjugués pour avoir ces outils, tous ces matériels de guerre, eh bien, ils peuvent abandonner, saboter ça et puis partir. Congolais. Et ça, je ne dis pas, je ne fais pas allusion à tous ces jeunes recrues, non. Ce sont des généraux qui prennent ces décisions. Or, dans l'art de la guerre, quand vous laissez tout ce que vous laissez sur place, l'ennemi, quand il vient, il va s'encaparer. S'il avait que 10 munitions, il va en avoir 100, 200, 300. Il aura assez de matériel pour venir vous attaquer. Vous savez pourquoi les Américains, ou même les Européens, ils préfèrent brûler? Si l'hélicoptère américain tombe quelque part, ils vont exploser cet hélicoptère pour que rien ne soit récupéré. Vous savez pourquoi? Eh bien, c'est ça. Quand on est proactif, on anticipe certaines choses. On planifie, on organise, on réfléchit sur les stratégies et on définit les tâches. Comment on peut expliquer que dans une nation comme la nôtre, on n'arrive toujours pas à s'en sortir correctement devant des situations comme ça? Bien, s'il faudrait qu'on profile l'armée, tous ceux qui sont issus de mixage, alors tous ces gens-là, qu'on les mette à côté, il faut bien le faire. Mieux vous commencez avec les caporals, là, les petits liquides, là, leur donner l'arme, leur dire, allons-y, on va défendre la nation. Voici la stratégie, voici les stratégies nécessaires. Prenons même les Traoré, prenons même les Russes. S'il faut aller là-bas, prenons-le. Mais au moins,
Définissons des stratégies appropriées pour cette guerre. Il n'est pas normal qu'une guerre soit menée sans stratégie. Que des couloirs soient ouverts comme à Bukavu. Que des traîtres jusqu'au niveau de l'Assemblée nationale. Non, à un moment donné, il faut se dire qu'est-ce que les Congolais cherchent. Et pour ceux qui disent que le problème, c'est Félix, donc comme si on enlevait Félix aujourd'hui au pouvoir, la solution tombera du ciel. Mais il ne faut pas rêver. Nous ne sommes plus là au Moyen-Âge. On n'est pas au Moyen-Âge, chers amis. Le problème n'est pas Félix. Il peut faire partie du problème, mais il n'est pas le problème en soi. Le plus grand problème, c'est l'agression. Et l'agression ne date pas d'aujourd'hui. Pour ceux qui sont amnésiques ou ceux qui veulent faire gober les gens des choses, parce qu'ils ont une certaine notoriété, ils ont un certain voilà, art de persuader ou de parler. Le problème n'est pas Félix. Félix, c'est un individu qui finira par partir. Le problème, c'est l'agression, c'est le Rwanda. Le problème, c'est les contrats. Le problème, c'est cette vision d'expansionniste que le Rwanda est en train de pouvoir faire exécuter dans notre territoire. C'est là le vrai problème. Et ça, c'est la cause causale de tout ce qui est en train de se faire maintenant. Toutes ces années, vous pouvez dire oui, mais il y a eu, mais les problèmes en soi, chers amis, regardons-nous en face. S'il n'y avait pas l'agression rwandaise, on n'allait pas avoir la guerre. Il y allait peut-être avoir le problème de gestion, mais là, ce sont des problèmes internes comme la justice qui est malade. Ce sont des problèmes internes qu'on doit se battre. L'armée était souffrante. On est en train de recruter, de former des jeunes pour devenir des militaires appropriés, le temps que les autres puissent aller en pension et que les nouveaux puissent prendre la place avec l'essence du patriotisme. Ce n'est que le temps qui peut régler ces problèmes de l'armée. Mais là, devant ce que nous sommes en train de vivre actuellement, je ne sais pas qu'est-ce que vous attendez que Dieu va tomber du ciel ou pour ceux qui, comme certains qui disent Nzambe, mais dis, attends, Mouyaya, qu'est-ce que vous êtes en train de raconter? Mais il ne faut pas rêver. Dieu ne va pas tomber du ciel pour venir résoudre les problèmes des Congolais. Non, arrêtez ça. Mettons-nous debout, défendons la nation congolaise. Ce n'est pas une question que Dieu... Qu'est-ce que Dieu va venir faire? Patrick Mouyaya. Non, tu ne peux pas dire aux gens que non, Zambé. Non, là, c'est la montre qu'il y a une faiblesse dans l'équipe, dans le conseil des ministres. Un ministre qui vient, qui veut plaider sa cause pour que Dieu intervienne. Mais non, mais Dieu ne veut pas intervenir. Patrick Mouyaya, si tu vas au tribunal aujourd'hui, tu penses que Dieu va intervenir? Tu penses que Dieu va intervenir devant le juge pour que le juge te libère ou te condamne? Non, ce sont les arguments des avocats qui vont faire les jeux. Et ce n'est même pas la véritable chose qui va se définir. Ce sont les arguments qui vont convaincre les juges de libérer ou de ne pas libérer. Allez arrêter avec ces histoires-là de Dieu, de Dieu, de Dieu, de Dieu, de Dieu. C'est quoi ça? Il y a un moment donné, nous devons nous regarder en face et nous dire, si je ne vais pas les cultiver, je n'aurai pas à manger. Si je ne prends pas l'arme pour combattre, eh bien, on va m'éliminer. Parce que même dans la Bible, il a fallu que Josué se mette debout et qu'il aille se combattre. Et même quand Josué il est parti combattre, il a fallu que Moïse tienne les deux bras comme ça en l'air pour qu'il puisse obtenir victoire. Et s'il ne le faisait pas, quand il commençait à s'affaisser les bras par rapport, il n'avait pas assez de force, conséquence, on commençait à tuer les Israélites. Il faut lire la Bible, il faut comprendre ça comme ça. Vous ne conjuguez pas ce effort sur terrain et vous estimez que Dieu va tomber du ciel pour venir résoudre les problèmes de Goma. Mais non, arrêtez ça. Arrêtons ça. Il ne faut plus parler des choses comme ça. Goma tombe. Mais bizarrement, la maison de Kabila, on n'a pas pillé. Comme par enchantement, on n'a pas vu la maison de Kabila. Et réfléchissons.
Quand Félix vous dit que la guerre là, c'est Kabila qui est derrière, vous ne voulez pas accepter. Les fermes de Kabila, la maison de Kabila, toutes ces histoires de Kabila, des Zoé, toute la famille là, on n'a rien touché. Vous pensez que si c'était la maison de Tshisekedi, on allait toucher ou on n'allait pas toucher? Si c'était la maison du gouverneur, même on a pillé. Si c'était la maison de Constant Moutamba, on allait laisser ça. Nous tout ça là-bas, Congolais. On est en train de nous dire des choses et on tombe dans des manipulations à dormir debout. Réfléchissons, on voyons les choses au clair. Certains me diront, oui, mais pourquoi kasi condamner biloko ya nanga, mais ya kabila ezaka wana kinkati ezaka wana. Il y a un temps pour toutes choses sous le soleil. Il y a un temps pour toutes choses. Et une personne intelligente et astucieuse comme Kabila qui a réussi à comprendre le mécanisme de fonctionnement des Congolais, il sait comment il s'est protégé pour que ces biens-là, surtout quand il y a devant la justice et tout ça que tu as fait du tort. Remettez-lui ces histoires. Il s'est déjà verrouillé avec beaucoup de veto. Ne pensez pas que c'est simplement comme ça. Quand on parle de Kingakat, c'est pour lui. C'est parce qu'on a compris que c'est lui qui maîtrise les enjeux. Il a verrouillé tous les dispositifs selon la Constitution pour lui garantir que ces biens-là lui appartiennent. Donc, s'il faudrait qu'un jour on récupère ces histoires-là, il faudrait déverrouiller certains mécanismes et ces mécanismes-là sont attachés au dispositif quelque part constitutionnel. Vous vous rappelez très bien. Un juge qui vous dit « Je ne suis pas habilité à juger Matata Pogno ». Bon comprendre. Un juge, la justice du Congo n'est pas capable de juger un citoyen congolais. Et quand on vous dit on change la constitution, vous ne voulez pas. Maintenant, Nanga va arriver. Posez-vous la question. La constitution va être changée ou pas? Parce que le dispositif de prendre les armes pour prendre le pouvoir, c'est anticonstitutionnel. Pour ceux qui ne savent pas, je vous le répète. Bon. On voit en même temps aussi les prêtres qui sont en train de faire leur scénario. Ils vont à Goma, ils vont... Mais ce qui m'a tiqué, c'est la question qu'on a posée le prêtre au niveau du Top Congo. On lui a dit, est-ce que vous avez vu Kabila? Quand vous l'avez vu? Il faut aller revoir un peu l'émission sur Top Congo avec Christian Lusakouine. Vous allez comprendre la réponse et vous allez vous poser vous-même la question. À quel moment ils ont eu à parler avec Kabila? Avant de voir le président Félix Tshisekedi ou après avoir vu le président Félix Tshisekedi? Si c'est avant de voir le président Félix Tshisekedi, pourquoi ils ont estimé que c'était mieux de commencer par lui et non pas par le président Félix Tshisekedi? Trouvez la réponse et n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Mais vous comprenez que nous sommes en train de travailler dans une situation qui est très très floue. C'est pourquoi à un moment donné, vous comprendrez que certaines personnes, à cause de toute la pression que nous avons aujourd'hui, ça commence à gêner tout le monde. À gêner tout le monde. Le décor de la balkanisation, mes chers amis, est déjà posé. Il reste seulement qu'on acte. Je reviens avec. Ce décor est déjà posé, comme je le disais, et on le voit. Comment? Il suffit seulement de regarder l'ampleur du tribalisme au Congo. Aujourd'hui, être Moulouba, c'est comme si c'est plus grave que de dire que je suis, voilà, c'est pas moi un diable, quoi. Le diable au Congo actuellement, c'est un Moulouba. Comment vous pouvez imaginer qu'il est plus facile d'accepter de critiquer tout l'ensemble des Kassaïens, de l'espace Kassai, juste parce que Félix, il est au pouvoir et que durant ses pouvoirs, il est buté à des réalités qu'il n'a pas créées, mais qu'il a trouvées et à son temps, le temps qu'on lui a donné, donc nous parlons des 6 ans qu'il est au pouvoir, il ne pouvait rien faire de son propre gré. C'est-à-dire quoi? Nous nous souvenons de tous les dispositifs qu'il a mis en place pour changer. Prenons par exemple la gratuité de l'enseignement. La gratuité de l'enseignement, afin de subvenir aux besoins de la population. Combien de personnes ont été contre ces dispositifs?
les réformes, les réformes dans certaines institutions. Combien de personnes sont passées à la télé, Congo Buzz, pour en citer que ça, ou d'autres, pour faire des émissions, animer des émissions pour montrer les inconvénients de ça, même au niveau du changement de l'hierarchie au niveau de la police. Bité avec tout ce que nous sommes en train de vivre. Aujourd'hui, même les armes qu'il a pu acheter, vous trouvez que certains généraux abandonnent et puis bakimi batiki yango gratuitement. Mongona le kotam gratuitement. Et vous pensez vraiment qu'une nation comme ça est vouée au progrès? Le tribalisme a pris tellement l'ampleur d'une façon où on se demande jusqu'où l'état d'esprit des Congolais est prêt à se faire du mal. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller en se faisant du mal? Parce qu'à l'instant où nous sommes en train de parler, il y a un ami qui m'a appelé, par l'instant, bon, ça fait quelques jours. Oui, accident, moi, c'est là, mais pas ma tête. Ah, ouais. Batumi, 4 personnes vont courir dans mon moko. 4 personnes vont courir dans mon moko. Ça m'a tiqué. Je me suis dit, mais attends, ça, c'est quelle façon de parler?